Les vieilles habitudes ne disparaissent jamais facilement, surtout quand elles durent depuis aussi longtemps que les nôtres. En réalité, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus encore depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont été, pendant tout ce temps, la puissance dominante dans le monde. Tout le reste, l'Europe, le Sud global, la Chine, la Russie, c'est-à-dire l'ex-Union soviétique, puis la Russie d'aujourd'hui, et tous les États qui sont apparus après l'effondrement de l'URSS, tout cela a toujours été secondaire, très secondaire. Du moins, c'était le cas dans les années 90. Puis les choses ont commencé à changer dans les années 2000. Et au fil du temps, tout à coup, la Chine n'était plus cette petite puissance. Elle est devenue une véritable puissance mondiale. Et maintenant, ils ne seront plus subordonnés. Ils ne seront plus mis de côté. La Russie, bien sûr, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, n'a cessé de progresser, de se renforcer, d'accélérer sa croissance et de consolider sa base militaire, sa base industrielle, sa base de connaissances, ainsi que son expérience dans le domaine de la guerre moderne. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis restent une puissance, c'est vrai, mais on vacille partout où l'on regarde. Et le moyen le plus sûr de garantir notre chute, de faire en sorte qu'on ne soit plus simplement l'une des grandes puissances d'un monde multipolaire, mais qu'on décline vraiment, eh bien, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça n'a pas à se produire. Mais l'arrogance, la prétention et le manque de vision de ceux qui ont pris l'habitude de faire tout ce qu'ils veulent vont finir par provoquer ça. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je vais vous donner quelques exemples très concrets de la façon dont ça se manifeste un peu partout. Et comment, littéralement, nous sommes en train d'écrire nous-mêmes notre propre déclin. Alors, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours. On a fait plusieurs émissions la semaine dernière, notamment sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à propos de ce que la Russie affirme vouloir faire à Kiev. Et une partie de la raison, c'est ce qui s'est passé à Starobilsk, où le camp ukrainien a frappé un dortoir universitaire, tuant plusieurs jeunes et quelques enseignants. Ça a mis le camp russe dans une colère noire. Mais tout ça vient s'ajouter à beaucoup d'autres choses qui se passent depuis le début de cette guerre, et surtout depuis environ 1 an. Du côté ukrainien, on a vu une intensification des attaques plus profondes à l'intérieur du territoire russe. Et tout cela a été rendu possible par le soutien occidental, les États-Unis, l'OTAN, l'Europe, qui leur ont fourni des armes précises, de la technologie, des techniques, des tactiques, du renseignement, de l'aide au ciblage, du soutien logistique et même les plateformes elles-mêmes. Une grande partie de ce matériel a été fabriqué en Occident, puis envoyé, assemblé et utilisé depuis le territoire ukrainien. Et plus récemment, on a vu que l'espace aérien de l'OTAN a aussi été utilisé, notamment dans les pays baltes et d'autres pays du Nord. Leur espace aérien a été mis à disposition pour le transit des forces ukrainiennes. Et nous, on continue de penser que tout ça, c'est normal. C'est exactement ce qu'on fait depuis 2022. On aide l'Ukraine à se défendre et à combattre la Russie. Du moins, c'est l'objectif. Tuer beaucoup de Russes, fournir toutes sortes de munitions, d'armes, de formations, tout ce qu'on peut. C'est ce qu'on fait. Et ça nous va, parce que c'est notre rôle. On est la grande puissance. La Russie, elle, ne peut rien y faire. Elle n'est pas aussi puissante et elle n'ose pas s'opposer à nous. Alors, ne vous inquiétez pas des lignes rouges. On fera ce qu'on veut. Et eux ne feront rien. C'est ce qu'on a en tête. C'est ce qu'on a fait au départ. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Regardez certaines de nos émissions récentes, on y expliquait cette dynamique et la façon dont elle s'est développée. Mais au fond, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça s'accélère. Et l'arrogance, la suffisance qu'il y a derrière leurs déclarations, quand ils disent qu'il ne faut pas s'inquiéter de la Russie, c'est ça le vrai problème.
Ils ne feront jamais rien, de toute façon. La Chine ne fera jamais rien non plus. L'Iran ne fera jamais rien non plus, parce que nous pensons tout contrôler. Et pendant ce temps, on reste aveugle, inconscient de ce qui se passe concrètement autour de nous. La montée de l'autre camp, sa colère, et le fait que sa patience s'épuise. Ils en ont assez d'être traités de cette manière depuis si longtemps. D'ailleurs, soyons honnêtes, nous ne supporterions jamais qu'on nous fasse ce qu'on leur fait. Nous serions déjà montés au créneau bien avant eux. Mais voilà, eux aussi, tardivement, en arrivent à ce point. Et je vais vous montrer comment ça se manifeste ces derniers temps. Il y a seulement quelques jours, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadrice de Lituanie a lancé un appel passionné, suppliant qu'on l'aide face à la Russie, cherchant à la faire condamner. Les 23 et 24 mai, la Russie a lancé la plus grande attaque de missiles jamais menée contre Kiev. Lors de cette offensive massive, elle a visé des civils ukrainiens avec plus de 90 missiles, dont 36 armes balistiques. L'un d'eux est un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire de type Kinzhal, capable de transporter une ogive nucléaire, ainsi que 600 drones d'attaque. Les frappes barbares et indiscriminées de la Russie ont tué au moins 4 personnes et blessé plus d'une centaine d'autres. La Russie mène sciemment et délibérément une guerre contre les civils. Donc, si tout ce que vous aviez vu, c'était cet extrait ou même l'ensemble de son discours, vous auriez pu vous dire « Mon Dieu, c'est barbare, c'est terrible russe ». C'est l'expression qu'elle a utilisée, barbares, attaquant et visant délibérément des civils. Et ils ont tué 4 personnes, blessé plusieurs autres. Elle a même précisé qu'ils visaient intentionnellement des enfants. C'est quelque chose d'horrible à faire. Ce qu'elle a oublié de mentionner, c'est que l'OTAN a permis, surtout dans les pays baltes, là où se trouve la Lituanie, d'être prise dans les tirs croisés, selon cet article de PBS News, parce que des drones ukrainiens ont survolé leur territoire, non seulement sans être inquiétés, mais avec leur accord pour le faire. On ne peut pas faire voler ces avions, ni lancer des frappes militaires dans un autre pays en passant par l'espace aérien d'un pays tiers, à moins d'avoir reçu une autorisation claire pour le faire. Sinon, on risque de voir ses propres appareils abattus. Et elle n'a rien dit de tout ça. Elle n'a pas mentionné que son espace aérien en Lituanie a été utilisé pour attaquer la Russie. Donc de fait, il participe à ces frappes. C'est un fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout pays qui autorise l'utilisation de son espace aérien par une puissance agressive contre une autre puissance, eh bien, il est impliqué, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand nous avons essayé enfin, pas essayé, mais quand nous avons effectivement attaqué l'Irak en 2003. Le plan initial, c'était d'entrer par le nord depuis la Turquie par voie terrestre. Mais on n'a pas pu le faire, parce que les Turcs ont dit « En fait, on ne va pas vous autoriser à utiliser notre espace aérien ni notre territoire. Donc, impossible d'utiliser leur zone pour attaquer l'Irak. » Résultat, on ne l'a pas fait parce que la Turquie ne voulait pas en faire partie. La Lituanie, oui, les pays baltes aussi, d'autres pays également. Et maintenant, la Russie dit « Très bien, vous vous êtes rendu partie prenante du conflit. » Et donc, selon ce que disent les Russes, ces pays s'exposent eux-mêmes à un risque d'attaque. Mais ça, vous ne l'entendrez jamais, parce qu'on n'en parle tout simplement pas. On fait comme si ça n'était jamais arrivé. Et quand l'autre camp réagit comme nous le ferions dans les mêmes circonstances, et je vous le garantis, si les États-Unis étaient attaqués et qu'un autre pays, disons le Canada ou le Mexique, laissait utiliser son espace aérien, je dirais « Hey, vous aidez un adversaire à nous attaquer, donc il y aura un prix à payer. » C'est ce que je défendrais. Je ne resterai pas neutre si le Canada ou le Mexique permettaient
qu'on utilise leur espace aérien pour attaquer et tuer des Américains. Je veux être très clair là-dessus. Mais nous, on pense que ça ne devrait pas s'appliquer à la Russie, que ça ne marche que quand c'est à notre avantage. Et c'est là qu'elle dit une autre chose, qu'ils mènent délibérément une guerre contre les civils. C'est une phrase importante, parce que sans contexte, on se dit « oui, ils tuent des civils, les Russes les attaquent directement ». C'est ce qu'ils affirment. Et beaucoup de vidéos montrent des centres commerciaux et d'autres bâtiments utilisés, qui ne semblent pas du tout être des cibles militaires. Maintenant, il y a des rapports disant que ces sites auraient été frappés parce que, selon les Russes, les Ukrainiens les auraient utilisés pour héberger ou mener d'autres activités à usage militaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je sais juste que c'est ce que les Russes prétendent. Le camp ukrainien, lui, dit que non. Seule l'histoire pourra vraiment nous dire ce qu'il en était sur le terrain. Je ne défends ni n'attaque aucun des deux camps. Je vous rapporte simplement ce que chacun affirme. Mais ce que je vais aussi vous dire, c'est que ce n'est pas toute l'histoire, comme on va le voir dans un instant. Regardons d'abord du côté des États-Unis, parce que Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, est intervenue pour soutenir nos amis baltes, nos alliés de l'OTAN, et elle a ajouté ceci. Nous notons aussi, avec une profonde inquiétude, le mépris apparent de la Russie pour les protections accordées aux installations et au personnel diplomatique par le droit international. Nous rappelons à la Russie, de manière claire, ses obligations juridiques et nous ajoutons que la diplomatie et la négociation sont la seule voie possible vers une paix durable. Les menaces et la rhétorique incendiaire n'en font clairement pas partie. Chers collègues, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne pourra se terminer que par un accord négocié. Les États-Unis appellent une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat et complet, comme première étape vers une fin durable et négociée du conflit. D'accord, sérieusement, tu veux commencer là-dessus en parlant de droit international? C'est ça ta stratégie? Ces fichus Russes, ils ne respectent pas le droit international. Très bien. Et c'était du droit international quand nous avons lancé l'opération Marteau de minuit en Irak en 2025? C'était ça? Il y avait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'autoriser? Une autorisation du Congrès américain? L'Irak avait attaqué les États-Unis. La réponse à ces trois questions, c'est non. Donc, selon quelle interprétation du droit international, cette attaque n'était pas autorisée. Et le Venezuela? C'était conforme au droit international que les États-Unis utilisent littéralement la force militaire pour enlever le chef d'État d'un autre pays, simplement parce qu'on a déclaré que l'élection était frauduleuse et qu'il n'avait pas été véritablement élu par son peuple. On a juste décidé que c'était comme ça, qu'on le déclarait. Alors on y est allé et on l'a pris. Est-ce que le droit international permet ça? Est-ce que le droit international autorise n'importe quel pays sur la planète, à partir de ses propres évaluations internes, de ses propres lois ou de ses propres forces de l'ordre, à dire quelque chose unilatéralement, puis à l'imposer par la force à un autre pays? Évidemment que non. Est-ce que le droit international nous autorise à exécuter des gens dans des hors-bords, qu'on prétend être des trafiquants de drogue dans les eaux internationales, juste à les tuer, sans procès, sans capture, sans même vérifier s'ils étaient réellement coupables de quoi que ce soit? On dit simplement, oui, on a des renseignements qui disent qu'ils l'étaient, donc on les a tous exécutés. Bien sûr que non. Voilà, c'est là tout le problème. Ce ne sont que quelques exemples que j'ai pris comme ça, au hasard. Évidemment, toute cette guerre de 2026 avec l'Iran, c'est le même genre de situation. C'est devenu encore plus frauduleux, parce que dans les deux cas, celui de 2025 et celui-ci, on était soi-disant en train de négocier des termes diplomatiques. L'ambassadeur Bruce ici dit
Oui, c'est ce qu'il faut faire. Cette guerre doit se terminer. Donc il faut trouver un accord négocié. Très bien. Mais quand on essaie de négocier, on dit à l'autre camp, on vous éliminera si vous n'acceptez pas ce qu'on veut faire. C'est ça le droit international. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses, et si on est assez puissant pour les imposer à l'autre camp, c'est la loi de la jungle. Et si l'autre camp n'est pas assez fort, alors on peut appeler ça le droit international. On peut mettre le droit international de côté, comme on veut. Mais ils sont impuissants, ils ne peuvent rien y faire. Donc tu peux leur imposer ta volonté, point final. Pas de morale, pas de loi, rien du tout. Simplement parce que tu as plus de pouvoir qu'eux. Et ça peut marcher un temps. Mais quand tu te retrouves dans une situation où ta puissance décline et que d'autres commencent à monter avec des capacités qu'ils n'avaient pas avant, tout à coup, les règles changent. Et c'est exactement là où on en est. Et tu vois, encore une fois, elle dit que cette guerre ne peut se terminer que par un accord négocié. Mais selon quelles conditions? Les nôtres? Donc, c'est nous qui décidons des conditions. Et la Russie doit simplement s'y plier? Ou bien, es-tu prêt à vraiment t'engager dans des négociations diplomatiques? Ce qui veut dire évidemment que pour obtenir quelque chose, il faut aussi donner quelque chose. Un échange dans les deux sens. C'est comme ça que fonctionnent les vraies négociations, les vrais rapports de force. Mais là, on a notre ambassadrice à l'ONU qui se contente de faire la leçon à tout le monde. Et bien sûr, tout ça, c'est du théâtre. Il n'y a aucune diplomatie réelle en cours. Chaque personne sur cette scène, y compris l'ambassadeur russe qui a aussi pris la parole, l'ambassadeur ukrainien, tout le monde parle dans le vide, ou alors pour son propre public national. Il n'y a pas de vraie diplomatie là-dedans. Et c'est bien là le problème. On veut faire croire qu'on défend le droit international quand ça nous arrange, puis on agit par la force quand ça nous arrange aussi. Et quand d'autres puissances montantes ne font pas ce qu'on veut, on s'énerve. Mais regardez, les gens partout dans le monde voient tout ça. Ils voient ces doubles standards flagrants qui se produisent de tous les côtés. Les Russes le voient. Les pays des BRICS le voient. La Chine le voit. L'Iran le voit. La Corée du Nord le voit. Le Sud global le voit. Même nos alliés en Europe le voient. En Asie, ils le voient. En Inde aussi, ils le voient. Et ici, en Amérique, les gens commencent à se réveiller face à tout ça, beaucoup de gens, et ils en ont assez. Ils en ont assez de ces mensonges grotesques, évidents, surtout quand ils découvrent, grâce à des chaînes comme la nôtre, ou à quelques autres, qui disent aussi la vérité, ce qui se passe réellement. Les gens commencent à s'énerver parce qu'ils voient à quel point c'est flagrant. Ils se rendent compte que ce n'est pas juste une question d'amoralité ou d'absence de morale. Ce n'est pas seulement illégal, c'est aussi inefficace. Parce que quand on passe des années à fonctionner selon la loi de la jungle, eh bien bon sang, quand l'équilibre des forces commence à basculer, devinez quoi? C'est vous qui vous retrouvez en dessous. On le voit très clairement en ce moment avec la guerre en Ukraine, avec la guerre en Iran. On a toujours pensé que l'Iran était une puissance faible, et c'était vrai, relativement parlant. Mais comme on a choisi de mener une guerre d'une manière qui a en fait renforcé leurs capacités défensives et mis en évidence les limites de nos capacités offensives, on finit par avoir l'air idiot. Mais on ne pensait pas que ça irait aussi loin. Trump imaginait qu'on ferait juste une grosse attaque spectaculaire comme celle qu'il avait lancée contre Maduro et qu'il s'effondrerait comme un château de cartes. Et la surprise, cette fois ça n'a pas marché et on ne sait plus trop quoi faire. Et maintenant, même pendant qu'on enregistre ça, ce lundi pour diffusion mardi matin, tout à coup, l'Iran semble se redresser sérieusement. Il pourrait même dire « Hé, on va peut-être relancer la prochaine phase ». Parce qu'ils ont désormais beaucoup plus confiance en leurs capacités défensives et offensives, alors que les nôtres s'amenuisent. Et il vaut mieux espérer que ça n'aille pas plus loin.
defensive capabilities, and we better hope it doesn't happen. Now is the time for actual diplomacy. C'est maintenant qu'il faut faire de la vraie diplomatie, tant qu'on en a encore la possibilité. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est du côté occidental, du côté des États-Unis. Maintenant, voyons un peu ce que disent les Russes. Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens dans le monde regardent, écoutent ce que disent les deux camps, en se basant sur ce qu'ils peuvent observer. Et ensuite, ils se font leur propre idée sur qui a le plus raison dans cette histoire. Alors, Poutine, en réponse à la déclaration de l'ambassadeur de Lituanie, n'a pas nié que les Russes avaient frappé Kiev et touché de nombreuses cibles. Mais ce sur quoi il a voulu insister, c'est sur ce qui aurait pu se passer avant tout ça. Notre frappe était aussi une réponse à leurs crimes contre les enfants à Starobelsk. Il y a eu notre frappe dans la région de Kiev. Et tout de suite, on a entendu « Ah, ils ont frappé la région de Kiev du matin jusqu'à tard le soir, les agresseurs, les destructeurs. Encore une fois, voilà les dégâts, voilà les problèmes. » Eh bien, vous savez, vous, en tant que représentant des médias, vous devriez avoir honte de vos collègues. Pas un mot, absolument pas un seul mot sur la tragédie de Starobelsk. Pas un mot sur le fait que des enfants sont morts, qu'ils ont délibérément tué nos enfants. Pas un mot, comme si ça n'existait pas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas des médias, c'est un moyen de tromper les masses. Et regardez, d'autres gens dans le monde voient tout ça. Ils se disent, ce ne sont pas seulement les enfants de Starobelsk qui ont été tués, il y a eu des enfants en Ukraine qui ont été tués. Ce n'est pas inventé, c'est vrai. Oui, il y en a eu. Et cette guerre est une chose terrible. C'est pour ça que je suis fermement opposé à ces guerres stupides qui ne sont imposées à personne, mais simplement choisies par les deux camps. Et il y a des torts à partager, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Personne n'a les mains complètement propres ici. Mais c'est vrai que nous avons contribué à faire durer tout ça, en évitant chaque issue diplomatique qui aurait pu empêcher la guerre dès le départ ou l'arrêter un mois après et jusqu'à aujourd'hui encore. À plusieurs reprises, nous avons eu cette possibilité et nous avons choisi de ne pas la saisir. Et maintenant, eh bien, voici les réactions. Mais voyez-vous, notre camp a soutenu l'Ukraine, pas seulement en attaquant la Russie à travers l'espace aérien de l'OTAN, comme je l'ai mentionné il y a une minute, mais aussi en frappant dans la partie de l'est de l'Ukraine, contrôlée par la Russie là-bas, dans la région de Luhansk. Et maintenant, des enfants d'origine russe ont été tués quand une école a été touchée, un dortoir en particulier. Vous en avez entendu parler? Je parie que beaucoup de gens, pendant que je dis ça, n'en ont même jamais entendu parler. Et pourtant, vous ici, vous êtes un public informé, intelligent, au courant. Mais la plupart des autres, ils n'en sauraient rien. Ils penseraient que c'est juste une invention de Poutine ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est bel et bien arrivé. Et puis qu'en est-il de tous les enfants à Gaza qui ont été tués? Et de tous les enfants au Liban qui ont été tués? On n'en entend jamais parler. Pas du tout. Chaque fois qu'on veut parler de ça, ou des enfants en Iran qui ont été tués quand on a commencé tout ça, dès le premier jour, quand les États-Unis ont frappé une école iranienne, et ont tué plus de 100, presque 200 enfants et enseignants. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en soucie pas? Pourquoi est-ce qu'on ne se préoccupe que des victimes de notre côté? Et on veut parler de combien c'est ignoble que les Russes fassent ça, qu'ils visent des civils, des enfants, tout ce genre de choses. Mais quand c'est notre camp qui fait la même chose, là, on ne s'en soucie plus du tout. Et c'est pas juste un petit peu, c'est beaucoup. Mais voyez, les gens dans le reste du monde, eux, ils le voient. Ils voient tout ça. Surtout ceux qui ne sont pas directement impliqués dans toutes ces régions du monde. Ils disent, d'accord, j'entends ce que vous dites, j'entends ce qu'ils disent, et je vois ce qui s'est réellement passé.
On donne vraiment une très mauvaise image quand ce genre de choses arrive, parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité. On pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut. On pense qu'on peut diaboliser l'autre camp. Et quand c'est le nôtre qui fait la même chose, on préfère se taire, hausser les épaules comme si de rien n'était. On se dit que tout ira bien, qu'on va continuer comme avant. On n'y repense même pas, parce que ça a toujours été comme ça. On fait ça depuis longtemps, et jusqu'ici, ça nous a plutôt réussi. Mais l'équilibre des forces est en train de changer, et on ne pourra plus continuer comme ça. Et les gens partout dans le monde, surtout ceux qui sont directement concernés, en ont vraiment assez. Et maintenant, ils commencent à se redresser et à dire « Je vais te confronter là-dessus. Je ne vais plus juste encaisser sans rien dire. On va se lever. » Et on commence à le voir. On l'a vu d'abord en Iran. Et ironiquement, beaucoup en Russie, qui mènent cette guerre depuis presque 4 ans et demi, montrent du doigt l'Ukraine et interpellent leur propre gouvernement en disant « Hey, pourquoi on ne fait pas comme le gouvernement iranien? Regarde, ils ont tenu tête aux États-Unis. Et qui est encore debout aujourd'hui? Et qui est à bout de souffle? Et ils se demandent pourquoi on ne ferait pas la même chose. » Et maintenant, on dirait bien que Poutine commence à les écouter. Tout ça, c'est parce qu'on refuse de regarder la réalité en face et qu'on ne respecte plus les lois qu'on avait nous-mêmes écrites et mises en place. On ne s'en tient plus à aucune morale valable pour tout le monde parce qu'on s'est cru tout-puissant, capable de faire ce qu'on voulait. Eh bien voilà, aujourd'hui, on en paie le prix et ça ne va pas nous plaire. Et je dirais même que ce n'est que le début. Si on ne s'arrête pas très vite, avant de s'enfoncer encore plus, on risque de se retrouver dans une sacrée galère. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous savez, on ne fera ça que quand quelque chose nous y obligera. Parce que cette vieille élite mourante qui dirige le monde occidental, les États-Unis et l'Europe surtout, un peu tous ensemble là, c'est une espèce malade et en fin de course. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Par exemple, Mike Pompeo en est un fervent défenseur, mais il fait partie de cette élite en déclin, parce que leur discours est maintenant tellement évidemment faux que même les gens aux États-Unis commencent à dire « Allez, il faut trouver une meilleure histoire que ça ». C'est clairement pas vrai. C'est juste évident. C'est toujours la même chose. Le dernier exemple en date, c'est ce type super riche, Steve Forbes, qui a sa propre plateforme et qui a voulu parler de la direction que prennent les choses. D'abord, il a aussi parlé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, il sort une de leurs cartes préférées, la carte Hitler. Regardez ça. Ce qui devient de plus en plus inquiétant, c'est que la Russie pourrait étendre le conflit au-delà de l'Ukraine. Elle lance des menaces contre les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Cela passe par des attaques verbales, des cyberattaques et plus récemment, l'envoi de drones vers la Lituanie. Le Kremlin formule de fausses accusations qu'il pourrait utiliser plus tard comme prétexte à des attaques militaires. Poutine pourrait ressortir une manœuvre qu'Hitler avait utilisée contre la Tchécoslovaquie en 1938, en prétendant que des minorités russes sont persécutées et que la Russie doit donc intervenir pour les sauver. Hitler affirmait à l'époque que les personnes d'origine allemande vivant en Tchécoslovaquie souffraient. C'était une accusation mensongère. Les Russes ethniques représentent environ un quart de la population en Lettonie et autour de 20% en Estonie. Mais n'importe quel prétexte peut suffire. Ce que veut Poutine, c'est fracturer l'Union européenne et l'OTAN et faire de Moscou la puissance dominante en Europe. D'accord, regardons un peu ce qu'il a dit. Certaines choses qu'il avance sont exactes, d'autres sont à moitié vraies, et d'autres encore sont franchement risibles. Prenons tout ça point par point. Il a dit que la Russie pourrait intensifier le conflit.
C'est un fait. On en a déjà parlé, on a même fait plusieurs émissions là-dessus ces dernières semaines, parce que oui, je suis inquiet à l'idée que la Russie puisse effectivement l'escalader. La vraie question, c'est pourquoi. Vous voyez, il présente la situation comme si la Russie était simplement là, qu'elle avançait sur tous les fronts, qu'elle menaçait l'Occident, qu'elle voulait prendre le contrôle. C'était quoi déjà? Ah oui, devenir la puissance dominante en Europe et faire éclater l'OTAN. Et il ajoute même qu'ils envoient des drones en Lituanie, dans les pays baltes, et ainsi de suite. Mais avez-vous entendu une seule fois ce qu'il dit de ce que fait l'Occident? Par exemple, voici quelques-unes des préoccupations du côté russe. Voilà comment les Russes perçoivent la situation. Sergei Narychkin, le directeur du service de renseignement extérieur russe, a fait remarquer que l'alliance de l'OTAN renforce constamment son potentiel militaire, maintient une forte intensité d'activités de reconnaissance et d'exercice à la frontière russe, modernise les infrastructures existantes et en crée de nouvelles. Selon lui, les tambours de la guerre résonnent aujourd'hui particulièrement fort sur le continent européen. Et donc, une confrontation avec la Russie serait activement encouragée par la Grande-Bretagne et quelques autres pays. Et nous vous l'avons montré, ce sont les gros titres de la presse occidentale, pas de la propagande russe, mes amis. Les médias occidentaux parlent de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de l'OTAN, de l'Union européenne. Tous évoquent le renforcement de la puissance militaire. Aucun ne veut parler de diplomatie. M. Forbes, lui, semble ignorer ça bien volontiers. Oublier ça? Ne pas le savoir? Je ne sais pas. Mais voyez, il veut présenter les choses comme si c'était encore une fois. Ah, regardez ces affreux Russes. Sortons la carte Hitler. C'est la meilleure, parce que Hitler a fait passer cette loi en disant que tous ces Allemands ethniques, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient maltraités, ou peu importe, et il s'en est servi comme prétexte pour aller plus loin. Cette partie-là est vraie. Et c'est aussi vrai que la Russie fait quelque chose d'assez similaire ici. On en a déjà parlé dans l'émission. Poutine a signé une loi autorisant l'usage de la force militaire pour protéger les citoyens russes à l'étranger. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête avec ça. Mais ça pourrait bien aller dans le même sens. Il est tout à fait possible que la Russie se dise que compte tenu de ce dont Narychkin a parlé, à savoir qu'il voit les forces de l'OTAN se renforcer, ils se disent « Attendez, on serait idiot de rester les bras croisés pendant que tout ce programme de reconstruction de l'Europe se met en place, que tout le monde monte à 5% du PIB, qu'ils reconstituent leurs arsenaux et qu'ils finissent par déployer toute leur puissance de combat contre nous, alors qu'on a pour l'instant un avantage militaire. Donc ils peuvent très bien se dire « Il faut frapper maintenant avant qu'ils ne le fassent ». Et on leur donne toutes les raisons de le faire. Forbes, lui, ne mentionne rien de tout ça. Il n'a rien dit à ce sujet, même quand il a parlé, soi-disant, des Russes qui auraient envoyé des drones en Lituanie. Il n'a même pas mentionné que la Lituanie avait autorisé des drones ukrainiens à traverser son espace aérien pour aller en Russie. Donc tout ça continue de s'accumuler. Et vous savez ce qu'il a dit, c'est « Écoutez, c'est pas une blague. Beaucoup de Russes ethniques dans les pays baltes sont marginalisés, un peu comme on marginalisait l'Ukraine avant le déclenchement de cette guerre. Et ça, évidemment, ça n'aide pas notre cause. On voit bien que ça a contribué à mobiliser la Russie dans ces régions où vivaient des Russes ethniques, notamment dans l'est de l'Ukraine. Et quand on parle maintenant d'étendre l'OTAN jusque-là, c'est justement l'un des éléments qui ont mis le feu aux poudres. Et puis, en plus de toutes ces accusations de guerre venues de l'Ouest, souvenez-vous, l'Allemagne a même déployé des troupes dans les pays baltes, ils ont maintenant une brigade de combat, une brigade mécanisée stationnée là-bas. Ils ont donc avancé leurs forces de combat dans les pays baltes.
Et maintenant, quand on voit que des citoyens russes affirment être maltraités par les populations ou les gouvernements de ces régions, eh bien, on facilite la tâche à la Russie pour agir de cette manière. Et il l'a fait. Poutine a fait passer une loi en ce sens. Donc, ça pourrait bien arriver. Qui sait? Mais on joue avec le feu quand on se moque en disant « Ah, regardez ce qu'il fait », comme si, quoi, vos paroles allaient l'arrêter. Écoutez, ce qui pourrait vraiment l'arrêter, c'est la diplomatie, la vraie. Ce qui pourrait l'arrêter, c'est d'arrêter de dire qu'on va l'attaquer, d'arrêter les actions offensives et de commencer à engager un vrai dialogue diplomatique. Parce que, franchement, comment peut-on espérer parvenir à un accord mutuel, à une compréhension ou simplement à une certaine stabilité entre les deux camps si on ne s'engage pas activement dans la diplomatie? Personne ne dit qu'il faut faire confiance à la Russie, qu'ils ne feront rien, parce qu'ils le feront. Eux aussi sont en plein renforcement militaire. Ils le font depuis longtemps, depuis le début de cette guerre. Et pendant toutes ces années, on a cessé de se vanter du fait que 50 pays de l'OTAN et d'autres alliés volontaires aident l'Ukraine à mener sa guerre et à tuer des Russes. On s'en vante sans arrêt. Et dès le départ, selon les mots du secrétaire américain à la Défense, l'objectif affiché était d'affaiblir la Russie. Donc, l'idée, c'était de tuer des Russes, d'affaiblir les Russes, de leur faire épuiser tout leur matériel, peu importe. Mais on n'a pas vraiment réfléchi au fait que peut-être ils allaient remplacer ce qu'ils avaient perdu. Peut-être qu'ils allaient former plus de soldats. Peut-être qu'ils allaient agrandir leur armée. Peut-être qu'ils allaient renforcer leur base industrielle de défense. Et la surprise, maintenant ils peuvent faire ce que nous faisons. On n'a pas vraiment anticipé tout ça, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas besoin de le faire. On croyait qu'on pouvait simplement continuer comme avant, en disant aux autres quoi faire, et qu'ils finiraient par obéir. On va tuer quelques personnes par-ci par-là, faire exploser quelques bateaux, voler un pays ici, attaquer un autre là-bas, et puis on va aider tel pays à en attaquer un autre. Et ensuite, ils comprendront le message et s'assieront à la table. Eh bien, ça a marché pendant longtemps. Je vous le dis, ce temps-là est fini. Mais ce n'est pas seulement l'Iran. Ce n'est pas juste la guerre entre l'Iran et les États-Unis, ou celle entre l'Ukraine et la Russie, à laquelle on participe aussi. Cette mentalité s'étend partout dans le monde. Et dans cette même interview avec Steve Forbes, il a conclu en expliquant que selon lui, tout le monde sur la planète devrait être sous notre botte. Malheureusement, notre volonté de conclure un accord avec un gouvernement iranien radical et terroriste, qui n'a jamais tenu une promesse gênante, ne dissuadera pas nos adversaires. Nous devrions augmenter notre aide à l'Ukraine. Nous devrions renforcer notre position aux côtés de nos alliés européens. Rien de tout cela n'empêche de prendre les mesures nécessaires pour dissuader la Chine. Le seul véritable obstacle, ce serait notre détermination à faire ce qu'il faut pour notre sécurité et celle du monde libre. Ouais, tu vois, en gros, il dit qu'il faut continuer à faire la guerre avec l'Iran, qu'il faut continuer à aider l'Ukraine à se battre. Donc surtout, ne rien lâcher là-dessus. Il faut que l'OTAN continue pour toujours, qu'on renforce sans cesse nos alliés européens. Et même tout ça, ça ne suffira pas à éviter qu'on doive continuer à faire pression sur la Chine. Donc faisons ça aussi. Et on doit le faire parce qu'on doit défendre le monde libre. C'est ça, l'arrogance et la prétention qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement un droit, c'est presque un devoir, soi-disant, de faire tout ça pour le monde. Franchement, moi, j'appelle ça du grand n'importe quoi. Allez, soyons sérieux. En 1949, d'après tout ce que j'ai étudié, je continue à penser que c'était logique que les États-Unis prennent la tête de l'OTAN. À l'époque, il y avait une vraie menace, sans exagérer, pour notre mode de vie, venant de l'Union soviétique, surtout à partir du moment où tout le monde a commencé à avoir l'arme nucléaire.
especially once everybody started getting nuclear weapons. So it made sense at that time. Europe, À l'époque, ça avait du sens. L'Europe, surtout, était dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Elle ne s'était même pas complètement remise à certains égards de la Première Guerre mondiale. Et là, on ajoutait encore ça. Donc oui, elle était dévastée, surtout sur le plan industriel, sur le plan économique. Nous, on était aussi forts et puissants qu'aucune nation ne l'avait jamais été, en termes relatifs. Donc, à ce moment-là, ça se justifiait. Mais aujourd'hui, non. La Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 4-20 ans, presque un siècle, on s'en approche. Pourquoi? Des gens comme Steve Forbes pensent qu'on devrait être éternellement responsable de l'OTAN, qu'on devrait toujours diriger la Corée du Sud, qu'on devrait garder nos troupes au Japon pour toujours, que rien ne devrait jamais changer, nulle part. L'Allemagne, par exemple. On dirait qu'on devrait rester partout, pour toujours. Et moi, je me dis franchement, pourquoi? Quelle logique y a-t-il à ce que tous ces pays ne puissent jamais assurer leur propre sécurité? On était un pont. On les a aidés à une époque où ils étaient faibles. Mais ils ne le sont plus. Ça fait des décennies qu'ils ne le sont plus. On aurait dû être une solution temporaire, le temps qu'ils puissent se tenir debout par eux-mêmes. Ensuite, on aurait dû se retirer progressivement, sans tout renverser du jour au lendemain, mais en leur laissant une période de transition. Ça aurait été complètement logique, rationnel et même coopératif de faire ça. Et on aurait gardé de bonnes relations avec tout le monde, parce qu'on veut de bonnes relations avec tout le monde. C'est ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire. Mais l'arrogance et la prétention de trop de gens, surtout aux États-Unis, ne voulaient pas de ça. Nous voulions garder tout le monde sous notre coupe. Nous voulions garder toute l'Asie sous nos doigts. Nous voulions que l'Europe obéisse à nos volontés pour pouvoir dominer et contrôler les biens communs mondiaux et le commerce et fixer les règles partout, toujours à notre avantage. Et il y en avait beaucoup, en Asie comme en Europe, qui étaient bien contents de jouer le jeu, parce qu'eux aussi pouvaient en tirer des bénéfices financiers. Beaucoup de gens, leurs pays, leurs économies, leur population en ont profité. Peut-être qu'ils en ont un peu souffert, qu'ils s'en sont agacés parfois, mais ils en ont bel et bien tiré profit. Alors ils se sont dit, bon, d'accord, laissons faire. Mais maintenant, les choses commencent à changer. Et beaucoup de gens commencent à dire, attendez, on ne devrait pas faire ça. On ne veut même pas de vous ici. Surtout parce que maintenant, ça ne marche plus. C'est censé être une force positive. Demandez à l'Arabie Saoudite comment ça se passe. Demandez au Koweït. Demandez aux Émirats Arabes Unis. Demandez au Qatar ce que ça fait d'avoir été notre ami, d'avoir été un pays qu'on prétendait défendre, et qui aujourd'hui a subi des dommages importants, et qui aurait pu en subir encore plus si cette guerre continuait. Et maintenant, regardez l'Ukraine. Comment ça s'est passé pour elle? Si elle n'avait pas écouté Boris Johnson, apparemment Joe Biden et plusieurs autres dirigeants occidentaux, et qu'elle avait signé l'accord d'Istanbul en avril 2022, la guerre serait terminée. Le nombre de morts aurait cessé d'augmenter. La reconstruction aurait déjà commencé. Des régions entières du pays seraient déjà rebâties et d'autres n'auraient jamais été détruites. Des centaines de milliers d'hommes seraient encore en vie aujourd'hui si on avait fait ça. Mais parce qu'on est fort et qu'on veut montrer à ces fichus Russes de quoi on est capable, eh bien maintenant, de larges parties de leur pays sont dévastées. Des centaines de milliers de morts et la vitalité même, l'avenir de l'Ukraine, sont en danger. Ils n'ont plus assez d'hommes pour avoir un taux de natalité qui leur permette de se maintenir. Ils vont être déséquilibrés pendant des décennies après la guerre. Et peut-être qu'ils ne s'en remettront jamais complètement. Qui sait ce qui peut se passer là-bas? Mais ce ne sera plus jamais comme avant, à cause de notre arrogance. C'est ça le fond du problème, mes amis. Il faut qu'on change certaines choses.
Le monde, ce n'est plus 1949. Ce n'est plus 1992, à la fin de la guerre froide. Ce n'est pas non plus 1945, mec. Franchement, tout ça doit évoluer, parce que le monde n'est plus ce qu'il était. On n'est plus au XXe siècle. Il est temps de changer et de se moderniser avec notre époque. Il y a encore toutes les raisons du monde pour qu'on puisse tous en tirer profit, pour que chacun vive dans la stabilité. Je n'irai pas jusqu'à parler de paix. J'aimerais ça vraiment. J'aimerais qu'on y travaille. Mais il y a trop d'animosité, trop de rancune ici pour qu'on vive en paix. Cela dit, c'est possible, surtout avec un effort collectif. Si on mettait autant d'énergie dans la diplomatie que dans la guerre et la préparation à la guerre, on pourrait apporter beaucoup de stabilité. Et on peut le faire tout en défendant nos intérêts nationaux pour que personne ne nous attaque. Et si quelqu'un le fait, alors il en paiera le prix et nous serons capables de réussir. Je reste partisan d'une sécurité nationale forte pour les États-Unis, mais je suis encore plus favorable à un engagement diplomatique plus solide, un engagement qui préservera notre liberté, notre sécurité et notre vitalité économique durablement. Tout cela est encore possible aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, mais à une condition, qu'on change de cap et qu'on commence à faire les choses autrement que ce que proposent Steve Forbes et tous les autres dont je viens de parler. Mike Pompeo, Jack Keane, Lindsey Graham, l'administration actuelle, l'administration précédente. Ces gens-là nous mènent droit au désastre. Et nous, le peuple, il va falloir qu'on se lève, qu'on les renvoie tous par les urnes et qu'on fasse entrer de nouvelles personnes capables de faire du bien. Sinon, on le fera au milieu des décombres en flammes du pays qu'ils auront détruit. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une situation neutre. Si on continue sur cette voie, avec l'histoire humaine telle qu'elle est depuis des millénaires, on va droit dans le mur. Notre empire va s'effondrer. Et surtout, vu notre taille aujourd'hui, avec toute cette technologie, ce sera moche, probablement sanglant, et on ne retrouvera jamais le niveau où nous en sommes, même maintenant. Alors si on veut éviter le pire, il va falloir changer certaines choses. Et on ne pourra même pas amorcer ces changements tant que les gens ne commenceront pas à reconnaître et à admettre ce qui se passe sous nos yeux. Vous l'avez vu, vous en êtes conscient maintenant. Partagez-le autour de vous et agissez. Merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. Forward to seeing you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.